Bonjour tout le monde, merci d'être venus si nombreuses et nombreux à cette présentation du métier d'intégration des réflexes primitifs chez Cassiopée. Donc je vais vous présenter un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de réflexes primitifs, qui est une thématique qui est assez à la mode, assez en vogue actuellement de plus en plus. Et avant toute chose, je vais me présenter. Donc, je suis Claire Lecutte, celle qui est en charge donc, de la formation ici à Cassiopée sur ces réflexes primitifs. Je travaille avec cet outil en accompagnement clinique depuis une vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années maintenant. Et puis en formation, donc j'enseigne ces techniques depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc à l'origine, j'ai été formée sur différentes techniques, différentes approches d'intégration des réflexes. Et puis au fil de toutes ces formations, j'ai choisi de transmettre celle qui me semblait la plus pertinente, parce qu'il y en a beaucoup, et qui est basée sur l'intégration par les mouvements rythmiques. Alors je vais vous parler un petit peu de ça plus précisément après. Voilà, je suis un petit peu spécialisée dans l'autisme également. J'ai travaillé pendant 6 ans dans un IME expérimental pour autistes. Donc j'ai des formations un petit peu transverses pour travailler avec ce public. Mais les approches d'intégration des réflexes sont assez appropriées, notamment à tous les troubles qui sont issus des porteurs du spectre autistique. Voilà, et puis je continue ma formation de toute façon parce que je trouve que c'est très intéressant et passionnant et un devoir aussi de continuer de se former toute la vie en tant qu'accompagnant et de formateur également. Donc voilà, je me forme à plein d'autres choses qui sont toujours en lien avec ces approches d'accompagnement. Alors, on va voir un petit peu ce que sont les réflexes primitifs. Les réflexes primitifs, ce sont des programmes, on dit des programmes moteurs, qui sont dans le système nerveux, qui vont permettre de générer des réactions motrices involontaires, de façon involontaire, parce qu'au début, le bébé n'a pas la capacité de se déplacer et de bouger volontairement, donc il va lui falloir un petit programme pour qu'il puisse effectuer des mouvements bien spécifiques. Et ces petits programmes, ce sont ces fameux réflexes que l'on teste pour la plupart à la naissance. Le pédiatre, à la naissance d'un bébé, il va venir tester si les réflexes sont bien là, parce que ça reflète le bon état du système nerveux du bébé qui vient de naître. Ils sont pour la plupart déclenchés par des stimulations sensorielles. Ça peut être tactile, ça peut être kinesthésique. Voilà, on va voir un petit peu dans tous ces réflexes qu'ils ont des déclencheurs sensoriels bien spécifiques qui sont présentes chez le nouveau-né pour la plupart. Donc ces petits programmes réflexes apparaissent in utero pour la plupart et vont contribuer au développement du système nerveux du cerveau de l'enfant, du fœtus dans un premier temps. Ensuite, ils vont être très très importants pour que le bébé puisse effectuer cette chorégraphie de naissance tellement importante, pour qu'il puisse sortir du canal utérin pendant le travail en synergie avec les contractions intra-utérines qui vont exercer une pression sur certaines parties du corps de l'enfant. Et comme je vous ai dit que ces réflexes étaient déclenchés par des stimulations sensorielles, là on a par effet de compression des déclencheurs très forts de ces programmes réflexes qui vont générer des réactions motrices bien spécifiques et qui vont faire que le bébé va pouvoir avancer dans le canal utérin pour sortir. Et c'est très important cette étape de ne pas la zapper parce qu'on va voir que c'est comme un booster de ces réflexes pour le développement moteur de l'enfant qui naît. Donc très important pour le développement du cerveau, très important pour la chorégraphie de naissance, donc pour toutes les phases de l'accouchement, très important pour la survie. Si vous placez un nouveau-né sur le ventre de sa maman, il est capable de ramper tout seul, de trouver le sein, de déclencher donc ce réflexe d'orientation, ramper d'abord, orientation, points cardinaux, il va trouver le mamelon, succion, déglutition, voilà. Donc tout ça, ce sont des réflexes qui ont intérêt à être présents en amont.
Donc très important pour la survie. On va voir qu'ils sont très importants pour la survie également plus tard. À l'âge adulte, on a toujours besoin de ces fameux réflexes. Et puis également donc pour le développement moteur de l'enfant par la suite, parce que on va dire qu'ils sont un peu le mode d'emploi, la notice d'utilisation de notre corps à notre naissance. Comment est-ce qu'on va utiliser telle chaîne musculaire plutôt que telle autre, etc. Donc c'est un petit peu un mode d'emploi, la notice de notre corps. Donc ils sont extrêmement importants, ces réflexes primitifs. Là je vais vous montrer un exemple de réflexe primitif d'une maman qui découvre par hasard qu'en touchant le dos de son bébé, il va avoir une petite réaction du bassin. Hop. Vous voyez, juste en faisant une petite caresse sur la colonne vertébrale, ça génère une flexion du bassin du bébé qui est très très puissante, qui est très très forte. De fait, il est très très fort ce réflexe-là, on l'appelle le réflexe de Galland, parce que justement au moment de l'accouchement, compressions intra-utérines qui ont appuyé sur le flanc du bébé, donc ça fait cette stimulation sensorielle, ça génère, hop, je pivote ma hanche, d'accord ? Ça déclenche réflexe tonique asymétrique du cou, ma tête est tournée vers le côté, je mets une épaule en haut, l'épaule en bas, et la tête en bas, vous imaginez là. Et ensuite j'ai l'autre flanc qui est présent à la contraction intra-utérine, hop, ça va comprimer dans la deuxième contraction et générer flexion de côté. Et comme ceci, contraction après contraction, je vais pouvoir avancer dans le canal utérin. Bon. Et là, il est très très puissant chez ce bébé parce que il est né peut-être 48 heures plus tôt ou la veille, il est encore très très actif, très très fort. Donc, les réactions involontaires vont se transformer petit à petit en mouvements volontaires. C'est-à-dire que, comme ces réflexes vont continuer leur travail de développement du système nerveux et du cerveau de l'enfant qui est né, petit à petit, il va être beaucoup moins sur les parties primitives et archaïques de son cerveau et arriver sur des parties beaucoup plus corticales et plus volontaires. Au passage, on a un cerveau parce que nous sommes des êtres mobiles. Si nous étions des êtres immobiles, nous n'aurions pas besoin de cerveau. Dans la nature, si vous regardez, tout le vivant mobile a un système nerveux, un cerveau. Une petite bestiole qui vit au fond de l'océan, elle a un tout petit cerveau comme ça à la naissance, elle se balade, elle cherche la maison de ses rêves, elle trouve un rocher, elle dit ouais, c'est là. Et donc, hop, elle se pose là, ici, pour le restant de ses jours. Comme elle devient un être immobile, elle n'a plus besoin de système nerveux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle digère son propre cerveau, son propre système nerveux. Donc, véritablement, la justification de l'existence de notre cerveau, c'est la mobilité, la motricité. Donc, il nous faut des mouvements volontaires, et pour apprendre à les faire, on a eu un entraînement réflexe auparavant. Donc, les réflexes, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a vu, ils émergent pour la plupart in utero, d'accord? Ils vont s'exprimer plus ou moins fortement à la naissance selon certains d'entre eux, et ils vont avoir une phase d'activation, une phase de maturation pendant laquelle ils vont faire l'entraînement. Voilà, ils vont s'activer certains pendant quelques semaines, certains pendant plusieurs mois. Chaque réflexe va nous entraîner, nous faire un coaching des chaînes musculaires pendant un laps de temps bien déterminé. Et une fois que le réflexe a terminé son entraînement, on dit qu'il s'intègre. C'est-à-dire qu'il va laisser peu à peu la place à des réactions plus corticales, volontaires, à une motricité plus volontaire. Sur les bancs des écoles de médecine, on enseigne encore que les réflexes doivent disparaître, ce qui n'est pas tout à fait vrai. En fait, ils vont rentrer dans le tronc cérébral. Moi, quand j'explique ça aux enfants, je dis tes réflexes vont rentrer dans le placard de façon à être disponibles en cas de grand danger. C'est-à-dire que les réflexes ne doivent plus s'exprimer là, à chaque fois qu'on me touche le dos, par exemple, je ne vais pas pivoter la hanche comme ceci, je ne suis pas censée faire ça. Par contre, si je suis en grand danger, là le réflexe va sortir du placard pour me sauver la peau parce que la réaction est beaucoup plus rapide qu'une réaction volontaire et décidée, stratégiquement organisée, etc.
Donc ces réflexes ne disparaissent pas, ils sont disponibles, mais ils ne vont s'exprimer qu'en cas de survie, en cas de grand danger. Donc, ça on a vu, hein, ils forment les fondements du développement cérébral, les fondements des chaînes moteurs, de ma posture également, très important pour ma posture, de mon épanouissement émotionnel et cognitif. Certains réflexes sont très très liés au développement de la sphère de la sécurité. Voilà, à la naissance, je ne sais pas que j'arrive dans un monde où il y a de l'adversité et dans un monde où je vais devoir développer des ressources, comment me ressourcer seule, sans dépendre toujours en tant que mammifère de mon géniteur. D'accord ? Si on regarde les reptiles, eux, ils sont très autonomes, ils sont obligés de survivre par eux-mêmes à la naissance. Nous, en tant que mammifères, on compte sur nos géniteurs pendant un certain laps de temps, mais après, cette éducation doit nous avoir enseigné comment se ressourcer en cas de danger. Donc certains réflexes sont là également pour nous donner ce mode d'emploi de la ressource. Et puis de l'accès aux apprentissages également, puisqu'ils vont développer notre cerveau et on va avoir besoin des lobes préfrontaux pour bien apprendre. Donc, comment est-ce que le bébé intègre son réflexe? Comment est-ce qu'il range son réflexe au placard? Tout simplement, eh bien, par cet entraînement répété. Donc, il faut qu'un bébé passe du temps au sol pour pouvoir justement laisser ses réflexes s'exprimer et de façon à ce qu'il puisse, par des petits mouvements, des répétitions de mouvements, effectuer cet entraînement moteur. Et petit à petit, le réflexe va de lui-même aller au placard. Ces petits mouvements rythmiques, il va entraîner son tonus musculaire à s'appuyer petit à petit sur les bras, sur les genoux, et puis à tester son corps dans différents angles. Là, ensuite, on voit les prémices du quatre-pattes. D'accord ? Donc tout ça, c'est vraiment important que le bébé puisse le faire. Un bébé qui serait toujours installé dans un transat, ou un cosy, ou qui ne serait jamais au sol, n'aura pas l'opportunité d'effectuer ces petits mouvements et de tester son corps au sol. Alors il ne s'agit pas de lui faire un parcours du combattant, on est bien d'accord, mais pour autant, une motricité libre est toujours très très intéressante à favoriser. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Parfois, le réflexe ne va pas suivre la courbe idéale. Il peut y avoir des choses où le réflexe va émerger correctement, il va s'activer, mais il ne va pas rentrer au placard. Il va rester toujours actif, ce qui fait que dans le corps, le moindre stimulus, justement, par exemple, si on reprend l'exemple du réflexe de Galant, là, lorsque j'ai un t-shirt qui va frotter, par exemple, dans mon dos, ça va déclencher légèrement, plus ou moins fortement, ces petits mouvements réflexes. D'accord ? Et ça, multiplié par autant de réflexes qui sont dans mon corps, s'il y en a plusieurs, qui sont toujours hors placard. Donc mon corps va être animé sans arrêt d'une motricité involontaire, plus ou moins visible, selon que j'arrive à la réprimer ou pas. Mais en tout cas, je ne vais pas être dans ma zone de confort. D'accord ? Et on voit ça chez des enfants hyperactifs, chez des enfants qui ont de l'énurésie, chez des enfants qui ont, et chez des adultes aussi, hein, qui sont avec des tensions musculaires provoquées par des réflexes toujours actifs. Et puis, besoin de bouger tout le temps, peut-être parce que les réflexes m'animent sans cesse, ou alors besoin de bouger pour détendre un peu toutes ces tensions qui sont sans arrêt en train de me tirailler dans les différentes parties de mon corps. Quand je dis les différentes parties de mon corps, ça va jusqu'aux yeux. Hein, les tout petits muscles oculaires sont concernés, tout est concerné. Toutes les fibres musculaires sont concernées. Mais parfois, ça va être peut-être quelques fibres musculaires dans la partie droite de mon corps qui vont être toujours en contraction. Ça va générer des asymétries de posture, des scolioses, des choses comme ça. Donc, on peut avoir vraiment beaucoup de conséquences. Autre cas de figure, le réflexe tarde à se développer. Ou va être un petit peu hypoactif. Dans ce cas-là, je vais avoir un moindre entraînement de ma chaîne musculaire, un moindre tonus musculaire, une motricité qui va être plutôt globale, malhabile. Je ne vais pas différencier toutes les fibres musculaires. Et puis, à des degrés bien plus graves, on a des pathologies neurologiques, des lésions neurologiques avec des réflexes qui ne sont absolument pas développés.
D'où l'importance de les tester à la naissance, justement, pour vérifier s'il n'y a pas de lésion neurologique. Donc voilà, on a des degrés de développement plus ou moins réussi de nos réflexes, et ça va du pathologique lourd à monsieur et madame tout le monde, parce que je vous rassure, quelque part, ici, tous autant que nous sommes, nous avons tous des réflexes qui sont un petit peu pas forcément toujours très bien intégrés. Et c'est ok, tant que ça ne nous dérange pas, on ne va pas y toucher. C'est ce qui fait un peu la richesse de l'humanité. On n'est pas des robots, on a appris à les compenser, à développer des béquilles par rapport à cela, et c'est très bien tant que ça fonctionne très bien. C'est aussi pour cette raison que j'ai choisi d'enseigner cette technique et cette approche, parce qu'il y a d'autres approches réflexes où on va faire un bilan complet de tous les réflexes, et même si vous les compensez bien, on va quand même vouloir vous les réintégrer un peu mieux. Moi, je trouve que ça ne se justifie pas dans la mesure où, tant qu'ils ne nous gênent pas, il n'y a pas de raison d'aller les travailler. Donc, en intégration par les mouvements rythmiques, on part toujours d'un objectif voulu par la personne d'améliorer quelque chose dans sa vie. Et on regarde si les réflexes la gênent, cette personne, comme un caillou dans la chaussure, pour atteindre cet objectif. Et on va travailler uniquement sur les réflexes qui sont hors placard, au bénéfice de cet objectif. En général, il y a un effet domino qui fait que ça améliore beaucoup de choses également à côté. Donc là, si on reprend un petit peu ce réflexe qu'on a vu chez le bébé tout à l'heure, normalement, ce réflexe ne doit plus être là au-delà de quelques mois, et on va faire des tests. Donc là, on va avoir une petite fille. On va faire la même chose que la maman a fait sur le bébé, mais on va le faire une fois que la courbe du réflexe d'intégration est terminée. Et on va voir s'il y a toujours le réflexe qui est présent. Et vous voyez, cette jeune fille, hop, elle pivote sa hanche, elle ne peut pas s'en empêcher. D'accord ? C'est pas du chatouille. D'accord ? C'est pas qu'on est chatouilleux. C'est que véritablement, ce stimulus, de façon bien précise, déclenche le déport de la hanche et du bassin. D'accord ? Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrive ce genre de choses ? Donc ça peut être plus ou moins impacté par les circonstances de la grossesse, de l'accouchement ou des circonstances environnementales. Une grossesse qui est stressante. Donc c'est important de demander à la maman, est-ce qu'il y a eu du stress pendant la grossesse ? Surtout au début de la grossesse, ça peut vraiment impacter pas mal le développement des réflexes, parce qu'il y a un réflexe fondamental de paralysie par la peur qui fige le fœtus s'il y a beaucoup de stress. Et ça arrive dès la 5e semaine in utero. Donc les débuts de grossesse, et souvent en 5e semaine, c'est le moment où on apprend qu'on est enceinte, en gros. Donc si ce n'est pas une bonne surprise, ça peut être impactant. Donc on va voir un petit peu tous ces facteurs-là. Comment se déroule la grossesse? Est-ce qu'elle est sereine? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a des deuils, des accidents, voilà, tout ce qui pourrait survenir pendant la grossesse et qui pourrait avoir un impact sur le bon développement, la bonne émergence de certains réflexes. Notamment, par exemple, des allaitements, des immobilisations thérapeutiques. Certaines femmes menacent d'accoucher trop tôt pour éviter la prématurité, et c'est très bien, on leur demande de rester alitées un certain temps. Sauf que le fœtus va manquer de mouvement et de bercement par les mouvements de la maman. Et ça également, on va retrouver des déficits d'émergence de certains réflexes suite à un alitement thérapeutique, à une immobilité thérapeutique. Voilà, il y a beaucoup de facteurs. Ensuite, tous les facteurs d'accouchement, style césarienne, forceps, tout ce qui va impacter un accouchement naturel, en fait, tout ce qui fait les appuis sur le ventre, même si c'est plus autorisé, mais ça se fait encore. Aller chercher le bébé, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut bien que le bébé sorte, mais pour autant, ça peut expliquer certaines complications en termes de bon développement des réflexes. D'accord ? Donc on voit un petit peu tout ça, et puis des causes environnementales également. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Par exemple, un bébé qui arrive dans un foyer
où on a peur que l'enfant se fasse mal, on l'hyperprotège, on l'empêche d'être au sol, ou alors à l'extrême inverse, un enfant qui va être délaissé, sans soin, ou alors qui arrive dans un endroit hyper violent, ou dans des zones de guerre, des choses comme ça. Voilà, l'environnement insécure, toute insécurité ou tout manque de soins du bébé peut impacter également cette fameuse courbe d'intégration de ces réflexes. Oui ? Est-ce que la durée de l'accouchement, je reviens sur avant, ça a un impact aussi Oui, la durée de l'accouchement, absolument. Par exemple, on va retrouver des réflexes pas bien intégrés chez des accouchements hyper rapides. Voilà, des accouchements très rapides, des accouchements très lents, très très longs, avec des enfants qui restent coincés en général dans une posture réflexe. Également, et ça on les retrouve assez vite avec des torticolis ou des engrammes comme ceci, d'où l'importance de l'ostéopathie chez les nourrissons, hein, en maternité. Et, moi je travaille vraiment avec beaucoup d'ostéopathes et je dirige systématiquement toutes les personnes que je vois, du plus petit au plus âgé, chez l'ostéo de toute façon pour aider. Voilà, donc on va avoir toutes ces circonstances qui peuvent avoir un impact. Autre chose qui peut impacter, on peut très bien avoir des réflexes qui sont correctement intégrés et puis avoir un accident type coup du lapin, chose comme ça, ou un accident qui nous met en grand stress et même postural, qui nous oblige, qui déclenche nos réflexes de survie, hein, qui nous protège, donc c'est très bien qu'il s'exprime, mais parfois le choc est si grand que le réflexe a du mal à rentrer au placard par la suite. Et donc ils vont rester un petit peu très gênants et actifs dans un organisme alors qu'ils n'étaient pas gênants auparavant. Donc là aussi ça peut être un facteur d'expression de réflexe et on peut y travailler également, bien sûr. Donc, bien comprendre également une chose, c'est que mieux j'ai intégré tous mes réflexes, meilleur est le choix de ce que je vais faire de mon corps et de mon système dans ma vie, en fait. Mes réflexes m'apportent vraiment le plus grand choix. Quand mes réflexes ne sont pas intégrés, je ne choisis pas tout ce que je peux faire avec mon corps. Il y a des choses que je peux faire, des choses que je peux moins faire. D'accord ? Donc les réflexes sont extrêmement importants. Je vais vous montrer une petite vidéo d'une jeune fille qui est à son cours de danse et qui a beaucoup de mal à commander ce qui doit se passer au niveau des pieds. All right. See if you can make your shoes look just like my shoes. Can you get those heels to touch? That's it, Ashley. Good. Good. Oh, this looks so nice. Brianna, can you get your heels to touch for me? See how I'm making kind of like a letter? Donc elle n'a pas encore dissocié les mouvements des mains et des pieds. Alors, Make sure that everyone's trying it. vous voyez, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les syncynésies, pieds et mains. That looks pretty good. She's doing great. All right. Et elle ne tient pas la posture. Elle n'a pas le choix. Hold them over here by the right side. We'll give them a click. Good. Now, here's what we have to do to pretend. Oh. Good. Now we have to pretend that we're reaching outside of the umbrella to see if we feel a raindrop. Look at this. I reached for a raindrop. Guess what? I felt a raindrop. So my arm comes back in like this. In! Yeah, good. It's okay if your shoes Donc aren't on doing it. voit Don't worry, okay? que cette Try. petite, elle fait vraiment tout son possible. Oui, c'est dur, hein, c'est dur à observer, effectivement, et on voit qu'elle n'a pas le choix, elle n'a pas encore le choix. Elle va trouver des solutions parce qu'on voit elle cherche, elle est intelligente, elle est volontaire, elle est déterminée et qu'elle est dans un environnement accueillant. C'est un cours de danse aux États-Unis. Imaginez un cours de danse ici en France. Là, je ne suis pas sûre qu'elle serait virée du cours assez rapidement. D'accord ? Mais voilà, donc on a des personnes, des enfants comme ça qui ont des difficultés. Et là, il est important de savoir, de comprendre ce qui ne va pas. Parce que moi, combien je reçois d'enfants dans mon cabinet qui sont dévastés en échec scolaire, ils sont feignants, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire ceci. Ils n'ont pas le choix. Ils font de leur mieux, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc dès lors que je leur explique comment ça se passe, ils disent mais oui, donc c'est pas de ma faute. Je dis mais non, c'est pas de ta faute. Voilà, ça c'est vraiment important
de comprendre le mécanisme et pourquoi ils n'ont pas le choix, et de dire oh, c'est ok, tu fais vraiment de ton mieux, on va essayer de t'aider pour que tu y arrives encore mieux et plus facilement. Et ça passe vraiment par la sensation de sécurité. Mais un enfant qui n'est pas sécurisé dans une circonstance comme ça ne va pas pouvoir intégrer ces réflexes. Pourquoi? Parce que les réflexes s'expriment sous stress. Donc si on stresse un enfant parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, alors que c'est à cause de ses réflexes qui sont hors placard, que la porte du placard est un peu entrevaillée, c'est contre-productif de le mettre sous stress davantage en lui disant « tu fais pas bien ceci, fais cela », parce que là, c'est vraiment pire que tout pour qu'il intègre ses réflexes. Donc l'intégration des réflexes passe par une grande sécurisation de l'accompagnement de la personne, que ce soit enfant ou adulte, ça passe toujours par une sécurisation, par la prise en charge d'une grande sécurité intérieure. Remédiation. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive dans ces circonstances où, ben voilà, j'ai des enfants qui viennent me voir, alors c'est pas eux qui prennent les rendez-vous, si on parle des enfants, les parents prennent rendez-vous, peut-être pour dyslexie ou autre. Quand l'enfant arrive en cabinet, moi je lui demande qu'est-ce que toi tu veux améliorer dans ta vie. Très souvent, c'est pas les problèmes de dyslexie, par exemple, qui vont me dire oh ben je voudrais, moi ce que je veux c'est arriver à être à première position à la danse, ça je veux. Ou bien je veux mettre plus de buts au foot, ou bien je veux être valorisé à l'école. Voilà. Ils vont avoir des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes objectifs que ceux de leurs parents. Et on prend comme point de départ toujours l'objectif de l'enfant. Et si je dis à l'enfant, ok, on va travailler pour que par exemple tu puisses faire la première position à la danse, est-ce que ça te pose un souci si ça améliore ta lecture et ton écriture? Aucun enfant m'a dit ah non, pas question. Mais l'objectif, l'intention première, c'est l'objectif de l'enfant au bénéfice d'un objectif secondaire du parent, parce que de toute façon, d'arriver à faire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre ma ligne médiane, mon corps calleux, mes deux hémisphères cérébraux, booster tout ce dont j'ai besoin pour mon circuit neuronal de lecture et d'écriture au bénéfice de l'objectif parental. Donc tout le monde est gagnant. D'accord? Donc ça c'est important de bien comprendre par où passe cette remédiation. Donc lorsque j'ai des réflexes qui ne sont pas bien intégrés, je vais les compenser ou pas. Ou je vais les compenser pendant un certain temps, et puis avec l'âge ou les événements de la vie, un jour, mes béquilles elles vont sauter, elles ne me suffisent plus. Là, ça vaut le coup de faire de la remédiation. Donc la remédiation, de quoi il s'agit? Donc il va s'agir d'une approche, l'intégration des réflexes, c'est une approche donc, qui vise à libérer les personnes, donc je dis bien de tous âges, de programmes de compensation qui ont été mis en place suite à un développement incorrect de certains de ces réflexes, parce que ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Donc le but, c'est d'aider ces personnes à sortir du mode de survie, d'accord? Parce que ce qui se passe, c'est que dès lors que on va me frotter ici, ou que je vais agripper quelque chose trop fort, parce que mon réflexe s'active, je ressens une insécurité intérieure. D'accord? Et je suis en mode de survie systématiquement. Même à minima. Et puis je ne peux pas l'identifier puisque je suis en général comme ça depuis que je suis née. Aussi. Donc, l'idée, c'est d'arriver à sortir un peu de ce mode de survie dans lequel mes réflexes me mettent pour accéder à davantage de choix dans ma vie, des choix émotionnels, des choix posturaux, des choix cognitifs, et à être moins soumis, à être moins esclave de réactions réflexes automatiques qui ne sont pas écologiques, qui ne sont pas économiques, qui ne sont pas adaptatives pour moi. D'accord ? J'ai pas besoin de bouger comme ça à chaque fois qu'il y a mon t-shirt qui touche mon dos. J'ai pas besoin de m'agripper sur mon stylo dès lors qu'il y a quelque chose qui touche ma main. Vous vous souvenez, le réflexe d'agrippement chez les bébés, clac, vous mettez un doigt dans la main d'un bébé, il ne peut pas s'empêcher d'agripper fortement. Si ce réflexe est toujours là, chaque fois que je vais avoir quelque chose dans la main avec un enjeu, avec un petit défi, genre une évaluation, par hasard, je vais prendre un stylo et clac, ça va serrer un petit peu trop, mode de survie, je ne suis plus sur mon cerveau cognitif, je suis sur mon cerveau de survie.
Et donc, toutes mes bonnes idées que j'avais apprises la veille qui sont rangées là, je ne sais plus où c'est. Je suis au niveau de mon cerveau, je suis en mode de survie. C'est important, on ne serait pas là pour en parler si on n'était pas fait comme ça. Mais ce n'est pas très adaptatif pour mon évaluation. Autre cas de figure, avec la raquette de tennis, par exemple, je travaille avec des sportifs donc, aussi. Un enfant qui est en compétition, et en entraînement, il est classé, tout va bien le tennis. En compétition, il a un adversaire qu'il a retrouvé une ou deux fois à plusieurs reprises. Il est déjà un petit peu sur la défensive en arrivant sur le court de tennis. Hop, un petit réflexe d'agrippement supplémentaire, clac, il perd un point et il va crisper un tout petit peu trop, mais tout son geste, il va être impacté. Et à ce niveau-là, à des niveaux de compétition, un impact, ça fait qu'il dégringole. Et puis il est en mode de survie, donc stratégiquement, il n'est plus au taquet. Donc voilà, on a des impacts à tous les niveaux, et même chez des personnes qui sont très très bien intégrées en réflexe. Je travaille aussi avec des danseuses qui sont dans des opéras, des ballets vraiment très très haut niveau. Il n'y a pas plus impossible à tester que les danseurs ou les gymnastes, parce qu'ils ont tellement bien compensé tout qu'on ne voit rien. Et pour autant, si j'ai un réflexe tonique asymétrique du cou qui est un tout petit peu moins bien intégré d'un côté que de l'autre, eh bien, par exemple, j'ai une danseuse avec qui je travaille parce qu'il y a un rôle qu'elle ne peut pas obtenir parce qu'elle ne fait pas une pirouette aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc, on va aller travailler pour affiner ça. Je travaille aussi avec des concertistes. Il y a un pianiste qui vient me voir régulièrement et me dit « Ah ben là, j'ai la phalange de l'annulaire à gauche dans tel passage du Beethoven qui ne passe pas. » On fait de l'affinement moteur. Donc, et c'est le même travail avec des infirmes moteurs cérébraux qu'avec des grands concertistes. Le but, c'est d'arriver à faire ce que je veux, avoir le choix en utilisant les fibres musculaires dont j'ai besoin. C'est très éducatif. Alors, les techniques par lesquelles on va passer, on va reproduire des mouvements qui ont été faits in utero ou après la naissance, des mouvements rythmiques. Donc la composante rythmique est fondamentale parce qu'il y a une zone du cerveau qui s'appelle le cervelet qui va énormément en bénéficier de la composante rythmique de mouvement. Donc je pense qu'il y a une petite vidéo. Voilà par exemple, ici sur la vidéo de droite, ce sont des mouvements qu'on peut faire à quelqu'un, générer des bercements, toujours en demandant à la personne ses préférences quant à la vitesse, quant à l'amplitude et quant à la durée. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est la personne qui reçoit les bercements qui doit décider, qui doit dire stop. Et ça, c'est fondamental. Ça peut être quelques secondes. Donc, on va proposer des petits bercements comme ceci, qui vont avoir un aspect d'intégration sensorielle très important. Donc là, les sens qui sont stimulés, ça va être le sens vestibulaire qui est responsable de l'équilibre, la proprioception, où est mon corps dans l'espace, le tactile. On va avoir, vraiment ça a l'air de rien, des petits mouvements rythmiques comme ceci, très petits, et qui sont extrêmement puissants. S'ils sont bien faits, avec exactitude et dans le respect du besoin de la personne ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas lui faire les mêmes mouvements de la même façon 2 heures plus tard ou la veille ou le lendemain. Donc c'est vraiment extrêmement adapté aux besoins de la personne à un moment donné. Et puis on a d'autres techniques qui vont être des pressions isométriques. Après on a des massages, plein d'autres techniques énergétiques. Mais l'autre gros pôle d'intégration des réflexes, ça va être des pressions isométriques où on va aller recruter les fibres musculaires de la personne. Par exemple, des petites pressions très légères, on va demander à la personne de résister avec une toute petite force, 20% de sa force. Elle résiste pendant 7 secondes en expirant, avoir une force constante et la plus petite possible, la plus fine possible. On veut affiner. Donc la personne, pour réussir ceci, quand on a des réflexes actifs, c'est pas facile du tout. Parce qu'on a une motricité beaucoup plus globale, donc on va y aller avec tout le corps. On ne sait pas dissocier quelques chaînes musculaires. Donc là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à dissocier. Donc la personne va recruter quelques fibres musculaires, petit à petit, on va l'y aider, l'entraîner, jusqu'à ce qu'elle y parvienne.
Et pour ça, elle est obligée, dans le même temps, d'inhiber toutes les autres chaînes musculaires qui ne sont pas nécessaires. Et cette double tâche de recrutement plus inhibition des chaînes musculaires vont énormément connecter au niveau du système nerveux central. Ça va réorganiser son organisation, ça va réorganiser son utilisation de ces chaînes musculaires par la connexion cérébrale. Voilà, donc on a différents outils comme ceci qui nous permettent de travailler l'intégration des réflexes. Donc la formation ici qui est proposée chez Cassiopée, on va apprendre à identifier par observation ou par test tous les réflexes persistants ou hypoactifs chez la personne. Donc on a des tests pour faire ça. On va essayer de comprendre les origines possibles de cette intégration qui n'est pas complète. Hein, l'aspect éducatif est fondamental. Expliquer à la personne que ce n'est pas de sa faute et lui expliquer pourquoi ça arrive. Et puis on va maîtriser les mouvements ou les exercices appropriés. Pour chaque réflexe, on va avoir certains mouvements, certains exercices qui vont permettre d'y travailler. Et puis ensuite, on va proposer les techniques d'intégration prioritaires, les plus adaptées aux besoins de la personne, ici et maintenant. Et on va lui donner ce programme de mouvement à faire à la maison, qui n'excédera jamais une dizaine de minutes de pratique, si possible quotidienne, mais on s'adapte encore ici à la disponibilité de la personne. Le cursus qu'on vous propose ici chez Cassiopée, il n'y a que chez Cassiopée qu'on va proposer un cursus aussi complet du métier de consultant d'intégration en réflexe. Et c'est vraiment une belle opportunité qui est proposée ici parce qu'on a véritablement un métier qui va s'étaler sur 2 cycles, un cycle de base et un cycle supérieur. Le cycle de base se fait sur 5 stages avec un nombre d'heures de 114 heures la première année, et un cycle supérieur de 342 heures qui amène au certificat de consultant en réflexe primitif et qui va contenir les modules suivants. Donc le cycle de base, on voit tous les réflexes qui sont liés aux difficultés d'attention, d'organisation, de compréhension, tout ce qui est troubles déficitaires d'attention avec ou sans hyperactivité. Tous les réflexes qui sont liés à la sphère émotionnelle, à la mémoire et au comportement. Les réflexes impliqués dans les apprentissages, lecture, écriture, les troubles de dyslexie. Pratique du bilan réflexe est un module où on s'entraîne à faire des bilans, vraiment des bilans réflexes pour vraiment les intégrer. Et puis un module qui est dédié aux réflexes de paralysie par la peur et aux réflexes faciaux. Donc toute la sphère orofaciale, notre engagement dans le monde, comment est-ce que émotionnellement on a pu se construire et tout ce qui va avec ça. Et puis on a des évaluations de fin d'année et puis un stage pratique de 40 heures qui consiste à offrir des séances et puis à en faire un livre d'or. Donc ça c'est pour le cycle de base, à l'issue duquel on obtient le certificat de praticien en réflexe primitif, et avec lequel on peut déjà bien travailler. Et puis ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui veulent vraiment approfondir et être en reconversion complète et avoir vraiment une belle boîte à outils de l'accompagnant, on a ajouté maître praticien en réflexe primitif, avec une initiation à des techniques de libération émotionnelle comme l'EFT, écoute active, conduite d'entretien, mise en situation, jeu de rôle, empathie, positivité, levier de la motivation. Vous avez tout ça dans le catalogue, vous pourrez vous y référer pour avoir le contenu exact. On a mouvement et cerveau également qui propose des protocoles pour certaines aires cérébrales, pour booster certaines aires cérébrales de façon bien spécifique. Équilibre énergétique par le toucher, c'est la santé par le toucher, le touch for health qui est des techniques énergétiques et le test kinésio également qu'on apprend à faire dans ces modules. Prêt pour l'école, c'est un module très joyeux également où on apprend à faire des activités de groupe en collectif dans les classes pour travailler, pour renforcer. C'est pas de la remédiation, c'est davantage
de l'action de groupe pour booster certains réflexes. Par exemple, moi, ma classe a besoin des problèmes, il y en a quelques-uns qui ont des soucis, par exemple, de graphisme. Et bien, on va faire un petit programme pendant 4 semaines et leur proposer des mouvements d'intégration des réflexes des mains, par exemple, etc. Et ensuite, on a des modules du style les clés du changement qui sont plus génériques à l'accompagnement. Et à nouveau, maître praticien en réflexe primitif avec les évaluations, mise en situation professionnelle et un stage pratique de 30 heures, à l'issue duquel, là, vous avez le certificat de consultant en réflexe primitif. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vous propose ici à Cassiopée. On a une formation donc métier complète, vous l'avez bien compris. Et puis, les débouchés. Les débouchés, vous pouvez, à l'issue de cette formation, ouvrir un cabinet, créer un cabinet en libéral. Vous pouvez intervenir dans des structures médico-pédagogiques, intervenir en milieu scolaire. Voilà, vous avez de quoi faire avec ceci. Et puis, pour les personnes qui ont déjà un métier, ça vous donne un outil en plus dans votre boîte à outils. Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur cette formation. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Est-ce qu'il faut soi-même passer par la pratique avant de soi-même devenir, effectivement, si nous-mêmes on a des problèmes? Alors, je suis mal exprimée, mais c'est... Oui, absolument, c'est une très bonne question parce que, d'abord, les stages sont avant tout des espaces de progression pour soi-même. D'accord? C'est-à-dire que vous allez tester vos propres réflexes et les travailler dans tous les modules. Le but, c'est déjà ça, c'est de faire la formation pour soi-même. D'accord? Donc, ça, j'y tiens beaucoup. Ensuite, les stagiaires qui me disent « Oh là là, j'ai celui-ci aussi à travailler. Oh là là, celui-ci. » Je leur dis « Mais c'est formidable. Plus vous avez de réflexes à travailler, mieux vous serez à même de comprendre toutes les personnes qui ont besoin de faire ce travail. » Moi-même, je suis née sans main gauche, donc je peux vous dire que des réflexes non intégrés, j'en ai travaillé un paquet, j'en ai encore un paquet à travailler si j'étais le cordonnier bien chaussé. Mais donc, c'est vrai que, voilà, on n'est jamais là par hasard. Hein. Et je dis toujours, c'est bien, profiter de vos expériences personnelles de croissance pour connecter à votre ressenti et vous mettre à la place d'autres. Ce sera une belle expérience. Voilà. Deux questions. Oui. Une question, c'est combien de réflexes il y a et on peut tester, et une autre, c'est plus une demande, mais est-ce qu'on peut voir un autre réflexe qui peut être testé, parce que là on a vu par exemple le dos et un exemple d'autres réflexes. Oui, alors, première réponse, donc combien il y a de réflexes? On travaille, nous, sur à peu près 25-30 réflexes. D'accord? Il y en a beaucoup plus, je crois qu'on en a identifié une centaine. Ah oui. Oui, oui. Donc, on a beaucoup de fibres musculaires. Notre corps, c'est une super machine quand même, hein, donc il nous faut beaucoup de notices d'utilisation. Voilà. Et la deuxième question, c'était d'autres exemples de réflexes. Donc, on a parlé donc, du galant, on a parlé de l'agrippement, je pourrais vous parler de réflexes points cardinaux, un peu le bébé, hein, hop, succion. On a des réflexes toniques asymétriques du cou. Si vous tournez la tête d'un bébé d'un côté comme ceci, il va étendre les membres d'un côté, fléchir les membres de l'autre côté, et comme ceci et comme cela. Oui, un bébé qui a 4 pattes par exemple, s'il lève la tête, il va fléchir les membres inférieurs et étendre les membres supérieurs. S'il baisse la tête, c'est l'inverse, il va fléchir les membres supérieurs et étendre les membres inférieurs. Voilà, on a beaucoup de réflexes. Babinski aussi, si vous touchez le pied d'un bébé, hop, il y a les orteils qui vont partir en éventail. Et ça reste à l'âge adulte s'ils n'ont pas été remis au placard? Oui, s'ils ne sont pas bien rentrés au placard, alors ils sont...
tant qu'on marche et qu'on est debout et tout ça, ils sont quand même rentrés au placard. Mais parfois, la porte du placard est un peu entrebâillée, et donc il y a des petits miasmes et des petites réactions qui peuvent survenir en cas de stress. C'est-à-dire que si je suis au calme, ils vont me laisser tranquille. Mais dès lors que je vais être un petit peu en situation de stress, là, la porte du placard, quoi, je veux te sauver la peau, là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont là pour nous protéger, d'accord? Et donc, de façon plus ou moins justifiée, d'accord? C'est-à-dire que le problème, c'est que quand la porte est entrebâillée, ils vont sortir à tout bout de champ alors que j'ai pas besoin, je ne suis pas en mode de survie. C'est vraiment cette marge-là qui nous intéresse de travailler. Merci. Voilà. Bon, écoutez, si vous n'avez plus de questions, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, et puis au plaisir de vous retrouver en cours.